Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine, à la une de ce vendredi 24 juin 2022. Ils ont parcouru plus de 500 km à vélo. Les marins de la frégate Forbin de Toulon sont arrivés à Annecy ce vendredi matin. Objectif, rencontrer des soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins, rencontrer également de jeunes collégiens pour déclencher peut-être des vocations. Il aurait pu être abattu, mais il va revivre. Le château de la Grande Forêt à Saint-Jean-de-Chevelu en Savoie est en pleine restauration. Il ouvrira à terme ses portes au public et il date du XIIIe siècle. Il doit sa nouvelle vie à un trio de passionnés d'histoire, rencontre dans ce journal. Partis de Toulon ce lundi, 17 marins de la frégate Forbin ont rallié Annecy à vélo. Ils ont été accueillis par le 27e bataillon de chasseurs alpins. Le Forbin entretient des liens très forts avec le département haut-savoyard. Pendant ce périple, les marins ont fait étape dans de nombreux lieux de formation pour partager leur expérience avec de jeunes aspirants militaires. Alex Gontier est allé à leur rencontre sur le Paquier à Annecy ce vendredi matin. Reportage. Après plus de 500 km et de nombreux cols franchis, ils sont enfin arrivés sous la pluie. 14 marins de la frégate du Forbin ont réalisé le défi de rallier Toulon à Annecy en vélo en traversant les Alpes. Un parcours physique où il a fallu s'adapter aux conditions climatiques. 4 jours quand même intensifs, on était un petit peu préparés, mais comme on revenait de mission, on n'avait pas pu rouler régulièrement. Néanmoins, à bord, on a essayé de s'entraîner un petit peu grâce au vélo d'appartement qu'on a. Et on a fait à peu près 120-130 km par jour, 1000-1200 mètres de dénivelé, plus de 2000 sur les 2 dernières étapes. Et finalement, tout le monde est arrivé au bout, sans blessure, quasiment sans casse. Donc, une réussite. Ils ont été accueillis par le 27e bataillon des chasseurs alpins, tout sauf anecdotique, car le Forbin entretient des liens forts avec le département haut-savoyard. En plus des 4 partenariats, dont un avec la préparation militaire marine d'Annecy, il est jumelé avec le 27e BCA. Une rencontre qui permet de renforcer les liens interarmés. C'est un partenariat qui existe maintenant depuis une dizaine d'années. Malheureusement, sur les 3 dernières années avec le Covid, finalement les échanges qu'on avait pu avoir étaient assez limités. Et cette année a été l'occasion de relancer l'ensemble des échanges, avec à la fois des marins qui sont montés déjà au mois d'avril, ici au 27e BCA, notamment pour monter au plateau des Glières, voir comment ils travaillent. Et nous accueillerons des chasseurs alpins à Toulon au mois de juillet. Au cours du périple, les marins ont fait étape dans de nombreux lieux de formation. Ils avaient rendez-vous ce vendredi après-midi avec les collégiens des Allobroges, des rencontres utiles pour convaincre les jeunes du département. Il faut susciter des vocations, donc comme ils disent, on n'est pas des recruteurs, on est des ambassadeurs. Le but, c'est d'expliquer les différents métiers, que ce soit dans la marine, que ce soit dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air. Donc c'est important aussi de faire la promotion de ces métiers et de la faire d'une façon différente, par le biais d'un périple à vélo, pourquoi pas. Pour les 14 marins, le périple se termine avec une remise des brevets aux jeunes de la préparation militaire d'Évian, puis un repos bien mérité les attend avant de repartir prochainement en mission. Qui dit été dit retour des festivals. Et pour fêter cela, le département de la Savoie organise dès samedi ses désormais traditionnels estivales. Et pour cette 20e édition, une dizaine de spectacles gratuits sera proposée avec comme toujours une programmation pour tous les publics. Renaud Beretti, vice-président du département en charge de la culture, a répondu aux questions de Luc Haruche. On l'écoute. Ce sont des spectacles pour tous, en effet, je sais pas, de la chanson comme c'était prévu française contemporaine avec Auchy, une gamme un peu poétique et rock en même temps, jusqu'à Cook Robin qui va clôturer le festival, donc une gloire des années 80, dont les slows sont bien connus, la musique pop-rock, donc génération 80s, tout comme génération contemporaine, qui se mélange, public aussi familial, avec des soirées musique classique, d'autres afro, d'autres jazz. Donc vous voyez, c'est vraiment un mélange qui fait, oui, la singularité des estivales. Et ce festival se tient donc jusqu'au 6 juillet, mais malheureusement le concert de la chanteuse Auchy prévu ce vendredi soir à 21h est annulé pour des raisons de santé de l'artiste.
Autre idée de sortie pour se mettre à l'abri de la chaleur ou de la pluie, cette fois du côté d'Annecy. Le musée Château ouvre sa toute nouvelle exposition. Elle nous emmène sur les glaciers alpins à la découverte de vestiges archéologiques. Vestiges des cimes, c'est d'ailleurs son nom, nous plonge dans l'histoire et nous questionne encore sur le réchauffement climatique. Visite guidée avec le personnel du musée. Il libère des morceaux d'histoire au rythme de la fonte des glaces. Nos glaciers alpins reculent de plus en plus vite sous l'effet du réchauffement climatique. Les archéologues surveillent de près le phénomène puisqu'ils mettent au jour des vestiges jusque-là préservés dans leur écrin gelé. Certains sont exposés au musée Château d'Annecy cet été et ont plus de 8000 ans. Il y a des choses assez surprenantes. On a par exemple des bois fossilisés qui ont été découverts sous la mer de glace, qui datent de périodes très très anciennes. On a également des objets qui viennent de mines d'or autrichiennes qui s'ouvraient à 2700 mètres d'altitude sur les glaciers. Des statues que vous voyez en arrière-plan. Et on a également des fragments d'équipements de toutes sortes, des objets du quotidien et également les restes de 4 personnes qui ont été retrouvées dans les glaciers, donc deux hommes du néolithique et un homme et une femme du XVIIe siècle. Parmi ces hommes du néolithique, le musée expose une réplique d'Otzi, célèbre momie découverte par des randonneurs dans le Val Senales en Italie. Une découverte là aussi liée au réchauffement climatique, puisque c'est un vent de föhn qui a fait fortement fondre le glacier cet été-là et fait surgir la dépouille. Et aussi, c'est le fondateur de l'archéologie glaciaire. Sa découverte en 91 a vraiment fait prendre conscience du potentiel de conservation des glaciers. On n'a pas emprunté Otzi puisque Otzi reste à Bolzano, mais on a eu la chance d'obtenir le prêt d'un fac-similé de la momie et également de son équipement et de ses vêtements. L'art contemporain s'invite aussi en photo dans l'exposition, encore une fois pour sensibiliser sur l'importance des vestiges conservés par les glaciers, mais aussi pour témoigner du recul préoccupant de ces derniers. Comment montrer le réchauffement climatique avec la photographie ? Ce n'est pas si simple, on pourrait effectivement penser à aller en Islande ou la banquise en Groenland, etc. Mais je suis quelqu'un qui est assez attaché à l'idée de travailler sur place, en proximité là où je vis. Et donc d'aller parcourir les glaciers des Alpes, parce que j'étais en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie pour ce projet-là, ça me paraissait une possibilité de montrer, de partager en fait ces inquiétudes, ces questionnements que j'avais, que j'ai toujours. La visite se poursuit dans l'intimité des glaciers avec la diffusion de l'œuvre sonore Radioglace de Pali Meursault et Thomas Tilly. Pendant l'été 2020, ils ont installé des micros, des hydrophones et des capteurs au fond des crevasses, dans les torrents et les replis des moraines, pour ausculter les vibrations émises par la fonte et le mouvement des glaces. L'exposition est à retrouver jusqu'au 10 octobre prochain. D'un château à l'autre, de la Haute-Savoie à la Savoie, à Saint-Jean-de-Chevelu, le château de la Grande Forêt était sur le point de disparaître, mais 3 passionnés ont décidé de le sauver. Les travaux de rénovation débutés en janvier vont durer 15 ans. Perrine Aubert nous raconte l'histoire de ce lieu, reportage. 5 tours cylindriques d'origine. Il faut remonter le temps pour comprendre le rôle stratégique du château. Lui, qui assurait la défense du duché de Savoie contre les François, est en péril. 3 passionnés de patrimoine tentent de le sauver, un pari qui peut paraître insensé. Il faut un petit brin de folie pour aborder un projet comme celui-là, mais c'est une folie prudente. C'est-à-dire que quand même le projet a été longuement mûri, longuement travaillé et il tient la route. Manquant d'entretien pendant de longues années, le château avait été pris d'assaut par la végétation. Vous voyez l'arbre là-bas ? On l'a zigouillé, il repousse à nouveau. En 2021, plus de 50% de la façade est s'effondre. L'édifice classé au monument historique est alors menacé d'être arasé. On a tendance à se dire, le bâtiment est perdu. Et en fait, André Mollard est passé par là, il s'est permis de rentrer dedans, de tout analyser et d'expertiser. Et il s'est rendu compte que finalement 80% des planchers étaient encore dans leur état d'origine et en bon état, qu'une immense partie de la charpente, pareil, 80% des bois anciens étaient encore en bon état. À l'intérieur, une tour d'étaiement s'élève jusqu'à la charpente. Sur ce squelette d'acier, des poutres en bois s'appuient et soutiennent le bâti.
Si on n'enlève ces palins, tout le mur tombe. Il y tient grâce à ça. À 14 mètres au-dessus du sol, les ouvriers remontent le mur effondré et sécurisent le chantier à mesure. Et comme les propriétaires, les professionnels sont sous le charme de cette vieille pierre. C'est juste magnifique, ça me donne des étoiles dans les yeux. C'est juste... c'est historique, ça laisse une trace de nous, quoi. Sous la conduite d'un architecte du patrimoine et du maître d'œuvre, aussi propriétaire, les ouvriers tentent de faire retrouver sa splendeur d'antan au château, sans utiliser d'artifice. On n'a plus les forgerons d'antan, donc on est obligé de trouver des techniques qu'on pense, quoi. On essaye de s'adapter, de tricher un petit peu pour que... Une bonne restauration, c'est une restauration qui ne se voit pas. Je suis en train de tailler une pierre qui va faire corbeau, donc pour soutenir les poutres de charpente, pour un plancher. Avec l'effondrement du mur, il y en a qui sont cassés, donc on les reconstitue. Et parfois, sur ce genre de chantier, il y a quelques petits coups de théâtre. Hier matin, j'ai retrouvé ce morceau-là, et ça correspondait très bien avec l'alignement de la clé. Donc on a refait le coffrage et j'ai retaillé cette pierre. Est-ce que c'est une bonne surprise du coup de retrouver des pierres d'origine comme Bah ça? oui, ouais, c'est vrai, c'est une bonne surprise parce qu'elle revient à sa place initiale. Philibert est l'un des descendants des bâtisseurs du château. Emprunter les mêmes couloirs que ses ancêtres n'est pas anodin. Et pour moi, c'est très émouvant, effectivement, de me projeter dans le temps et dans l'histoire et voilà, d'imaginer qu'il y a 800 ans, mes ancêtres, effectivement, habitaient cette maison. Pour moi, c'est effectivement très touchant. Érigé au XIIIe siècle, au pied du mont du Chat, le château a été habité par les de la Forêt jusqu'à la Révolution française. La famille Millon-Rousseau l'a ensuite conservé pendant 200 ans. Il n'a subi que très peu de modifications au fil des siècles. Effectivement, c'était un château fort avec 4 tours d'angle, une tour centrale, une tour escalier qui permettait de desservir les différents étages. Donc c'était vraiment un château fort. Et l'idée au moment de la Révolution, c'était effectivement, symboliquement, de mettre à bas ces différentes tours. Donc les tours ont été coupées à la Révolution. Même si ces tours ont été étêtées, le fort garde les traces de son passé défensif. Donc en cas d'attaque, il n'y avait aucun accès donc, au château depuis le rez-de-chaussée. Le seul accès se faisait justement par cette porte originelle. Donc il y avait une échelle qui était installée en contrebas qui permettait d'accéder à cet étage. Et en cas d'attaque, l'échelle était remontée, ce qui permettait effectivement de rester à l'abri au sein du château. Et dans ces pièces, près de 800 ans d'histoire. Là, nous trouvons dans la grande salle du château de la Grande Forêt, qui était une salle extrêmement importante dans le cadre de la fonction même du château. C'était la salle où les seigneurs se tenaient et très clairement rendaient la justice. Donc on peut imaginer effectivement que devant cette cheminée se sont déroulés énormément d'événements importants pour la vie locale. C'est vraiment la pièce centrale du château. Comme la grande salle, certaines parties sont restées dans leur jus. Cuisine semi-enterrée avec ses fenêtres hautes. Vous avez une superbe cheminée, une grande cheminée avec le four à pain. On a acquis une superbe collection d'objets d'art et tradition populaire. Donc on a tout un tas d'objets sur cette thématique de la nourriture et des métiers de bouche. L'objectif est de rendre le château au public à la fin des travaux et en faire un lieu incontournable sur le secteur. L'idée, c'est de partir du rez-de-chaussée du bâtiment, de raconter l'histoire du bâtiment et au fur et à mesure qu'on va monter, d'arriver sous les combles, sous cette magnifique charpente qu'on vous a fait découvrir, et d'exposer l'ensemble de ces objets qui racontent des métiers et qui racontent la vie des gens d'antan sous cette charpente. Fort des aides publiques, le projet a obtenu 300 000 € par la mission Berne, mais 96 000 € sont encore nécessaires pour que le château redevienne aussi fort qu'avant. Et si vous souhaitez apporter votre aide à la restauration de ce château, vous pouvez retrouver sur notre page Facebook le lien de la cagnotte de la Fondation du patrimoine. Il n'est pas épargné par la crise sanitaire, par la guerre en Ukraine et désormais par l'inflation. Le département de la Savoie, réuni ce matin en assemblée, a voté un budget supplémentaire pour s'adapter à ce contexte. 38 millions d'euros ont été débloqués pour des dépenses visant à améliorer le cadre de vie des Savoyards tout en favorisant le développement durable. Hervé Guémard, le président du département, a détaillé cette décision au micro de Luc Aruche. On l'écoute.
département de la Savoie a été pionnier pour la réévaluation des primes dites Ségur pour les personnels médico-sociaux qui n'étaient pas concernés par les décisions nationales. Donc nous nous honorons de mettre en œuvre ces dispositions. Nous avons évoqué d'autres dossiers importants. Par exemple, nous avons obtenu, avec un dur combat mené par Vincent Rolland, le député de la 2e circonscription, le maintien du centre météo à Bourg-Saint-Maurice, qui va être désormais dans des locaux du département que nous inaugurerons le 7 juillet prochain. On a eu une communication très intéressante sur les déplacements doux et les covoiturages dans l'agglomération qui concerne le secteur de Grand Lac, Grand Chambéry et cœur de Savoie, donc de Montmélian à Albins, pour favoriser le covoiturage avec une forme d'indemnité. Donc c'est Florian Maître, conseiller départemental chargé des mobilités douces, qui a rapporté ce dossier. Voilà, donc c'était une session qui s'est bien passée. D'ailleurs, le budget a été voté à l'unanimité et je voudrais le saluer, et ce qui traduit la bonne santé financière du département et son volontarisme. Dans l'actualité également, cet accident d'avion dans le massif du Mont Blanc. 2 personnes ont perdu la vie dans le crash d'un aéronef biplace de tourisme ce jeudi après-midi. Il avait décollé d'Albertville. Les opérations de recherche suspendues pendant la nuit à cause des conditions météo ont repris dès 6h30 ce vendredi. Le Chouka 74 avec 2 militaires du PGHM à bord a découvert l'avion fortement endommagé au sol en plein centre du glacier d'Argentière à 2600 mètres d'altitude. Les préfets de Savoie et de Haute-Savoie adressent leurs condoléances aux familles des victimes. Et puis nous terminons ce journal avec une actualité sportive. Le Casque de Diamant 2022 se jouera à Thonon-les-Bains. Il s'agit de la finale du championnat de France élite de foot américain. Le club thononnais des Black Panthers est ravi d'accueillir l'événement. Il espère remporter un nouveau titre à domicile le 9 juillet prochain devant ses supporters. Mais avant cela, les Hauts-Savoyards devront éliminer Marseille ce dimanche. Le président de l'équipe a répondu aux questions de Sébastien Germain. On l'écoute. Alors ça a d'abord été une surprise parce que, en fait, habituellement les finales nationales ont lieu dans les grandes villes, historiquement Paris, Lille, Marseille, etc. Et puis c'est passé, après les 2 années de Covid, des petits couacs administratifs entre la fédération et les structures qui mettent à disposition les stades. Surtout que beaucoup de ces stades sont en rénovation pendant la période estivale à cause de la Coupe du Monde de rugby, enfin tous les JO. Donc ils se sont vite retrouvés coincés. J'ai beaucoup milité à un moment donné pour que ça se passe à Annecy, mais ça n'a pas fonctionné pour Annecy. Et puis le temps passant, le club, enfin la fédération avait besoin d'un club résident pour l'organiser en termes d'organisation, etc. Moi qui ai un club qui participe au championnat, en fait il restait plus que nous. Donc ceci dit, ils sont très confiants parce qu'on a l'habitude d'organiser ce genre d'événements, même si là il n'y a plus d'ampleur que d'habitude, mais du coup c'est un bel événement qui va être organisé. La mairie de Thonon est ravie, nos partenaires aussi, donc on espère full à Moina le 9 juillet. À l'heure où on enregistre cette interview, votre club n'est pas encore qualifié puisque vous disputez les demi-finales du championnat ce dimanche du côté de Marseille. J'imagine qu'en cas de qualification pour la finale, ça serait un vrai avantage de pouvoir évoluer à domicile devant un bon nombre de supporters. Ça on peut pas le nier, hein. Effectivement, ça serait un avantage énorme. Et je pense que ça redouble d'énergie les joueurs et le staff pour y arriver. Mais il va falloir passer l'étape de Marseille. Et Marseille, c'est la seule équipe du championnat invaincue, ce qui est assez rare dans l'histoire. Donc ça va être un sacré morceau. Mais on a nos chances. Et puis le groupe est très très bien paré et n'a pas subi de défaite. Les mecs n'ont pas subi de défaite depuis 10 rencontres consécutives. Donc on est en pleine confiance actuellement. Donc voilà, je dirais que les voyants sont ouverts, mais c'est un match, tout peut arriver sur un match. C'est une belle reconnaissance de la part de notre fédération de nous avoir octroyé ça, puis de la confiance aussi de la municipalité, pour le coup. Donc effectivement, c'est une étape en plus parce que ça prouve encore une fois que ce club, petit poussé en termes de bassin de population du championnat, s'illustre et sur les terrains avec le sport et autour du terrain avec les organisations qu'on nous met à disposition. Donc c'est vraiment du plaisir et c'est très, très reconnaissant.
Et bonne chance donc aux Black Panthers. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo toujours à surveiller de près avec Thierry Paulme. Place ensuite à un nouvel épisode de votre émission En tête à tête. Lucas Ruche et Xavier Bouquet ont rencontré Antoine Ménage, un Annécien funambule des temps modernes, spécialiste de la slackline. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.